Pour la première question, on vous demande d'identifier sur le tableau de l'annexe 2 les centres auxiliaires et les centres principaux et de justifier votre réponse. Donc cela amène forcément à retrouver la définition d'un centre auxiliaire et d'un centre principal. En fait, les charges des centres auxiliaires sont déversées dans les centres principaux à l'issue de la répartition primaire, puisqu'on procède alors à une répartition secondaire dans laquelle on vide ces charges dans les centres principaux. Pour les charges des centres principaux, il n'y a pas de problème puisqu'elles peuvent être affectées à un coût déterminé grâce soit à une unité d'œuvre qui est déterminée par le contrôleur de gestion, soit par une assiette de frais. Et donc les charges seront affectées au coût. Dans l'exercice que vous avez en face de vous, vous regardez le nom des centres d'analyse qui se situent dans les colonnes et vous remarquez que sous la ligne répartition secondaire, il est noté différentes clés de répartition pour le centre gestion des personnels et gestion des matériels. Puisque ces deux centres vont faire l'objet d'une répartition secondaire, cela veut dire qu'il s'agit des centres auxiliaires. Les autres, approvisionnement, atelier 1, atelier 2 et distribution, sont des centres principaux. Les charges indirectes du centre approvisionnement seront affectées au coût d'achat, les charges indirectes des ateliers 1 et 2 seront affectées au coût de production, et les charges indirectes de l'atelier distribution, ou du centre distribution, pourraient être affectées au coût hors production. Pour effectuer la répartition secondaire des charges indirectes, on se sert des clés de répartition qui sont fournies dans le contexte. Donc on doit d'abord vider le centre gestion des personnels. Donc pour bien montrer qu'on le vide, on écrit moins 600 sur l'intersection de la colonne et la ligne qui s'appelle gestion des personnels. Et on utilise les clés de répartition fournies. Donc par exemple, on en met 40% dans le centre approvisionnement. On fait 600 x 40%, ça fait 240 €. On en met 30% dans l'atelier 1, etc., etc. pour remplir la ligne. On procède de la même façon pour le centre gestion des matériels. Donc il y a 1500 € à répartir dans les centres principaux. Pour bien montrer qu'on vide ce centre, on écrit moins 1500 € et on va en affecter respectivement 36%, 26%, 27% et 11% aux différents centres principaux. Donc on fait 1500 x 36%, on note le montant, 1500 x 26%, etc., etc. Pour terminer la répartition secondaire, on va faire le total de ce qu'il y a dans les centres principaux. Donc on prend le total des charges qui étaient affectées suite à la répartition primaire, donc pour le centre approvisionnement 1200, et on rajoute à cela les charges qui viennent d'être affectées des centres auxiliaires, donc dans le cas présent 240 et 540. On additionne cela pour toutes les colonnes, ça nous donne des totaux de 1980, 1870, 1405 et 795. Pour terminer le tableau, il convient de calculer les coûts d'unité d'œuvre des différents centres ou les taux de frais, si ce qui mesure l'activité du centre est une assiette de frais. Dans notre situation, nous avons le centre approvisionnement dont l'activité est mesurée par une assiette de frais, à savoir 10 € de matière première achetée. L'atelier 1 est mesuré par une unité d'œuvre qui s'appelle 1 kg de matière première traitée. L'atelier 2, une unité d'œuvre également, c'est-à-dire une grandeur physique avec une tablette de chocolat fabriquée. Et le centre distribution, dont on affectera les charges en fonction du nombre de tablettes vendues. On commence avec le centre approvisionnement qui est de loin le plus compliqué ici. On vous demande, en fait, on vous dit que l'assiette de frais, c'est 10 € de matière première achetée. Il faut donc déterminer quel est le montant total de l'assiette de frais pour l'ensemble de l'entreprise. On doit donc se demander combien d'euros de matière première on a acheté. Et une fois qu'on aura le montant des achats, on se demandera combien de fois il y a 10 € dans ce montant. Donc pour avoir le montant des achats, c'est pas très compliqué, on se reporte à la rubrique achat du contexte. On voit qu'on a acheté 13 000 kg de cacao à 1,20 € le kilo, donc on fait 13 000 fois 1,20. On a acheté 6 000 kg de sucre à 80 centimes le kilo, donc 6 000 fois 0,80. Ça nous donne le montant total des achats. Pour savoir combien de fois il y a 10 € là-dedans, eh bien vous prenez ce total, vous le divisez par 10, ça vous donne 2040 d'assiettes de frais, il y a 2040 tranches de 10 € de matière première achetée. Pour avoir le taux de frais, donc retrouver le taux de frais qui était dans l'énoncé, vous prenez le total de la répartition secondaire, à savoir 1980, et vous le divisez par 2040. Ça veut dire que chaque tranche de 10 € de matière première achetée va engendrer en plus pour l'entreprise 0,971 € de charges indirectes. À l'intérieur de ces charges indirectes, il y a probablement un peu de loyer, un peu d'assurance, un peu d'électricité, bref, toutes les charges qu'on ne peut affecter directement à un coût.
Pour la suite du tableau, c'est plus simple puisque les grandeurs qui permettent d'affecter les charges indirectes sont des grandeurs physiques. Donc pour l'atelier 1, il convient de trouver le nombre total de kilos de matières premières qui ont été traitées. Et vous trouvez qu'il y a 22 000 kilos de cacao qui ont été traités, à ne pas confondre avec le cacao qui a été acheté, puisque tout le cacao acheté n'a pas été consommé. On fait ensuite 1870 divisé par 22 000 pour trouver 0,085. Ensuite, sur l'atelier 2, on vous dit que ce qui mesure l'activité du centre, ce sont les tablettes de chocolat fabriquées, ce qui indique que les charges sont en relation directe avec cette grandeur physique. On reporte donc le total des tablettes de chocolat fabriquées, 220 000, dans le nombre d'unités d'œuvre, pour trouver un coût d'unité d'œuvre de 0,006. J'ai arrondi à 3 décimales, comme l'indiquait l'énoncé, mais ça représente des petits montants. Et enfin, pour la distribution, les charges sont à affecter en fonction des tablettes vendues. On reporte donc le nombre total de tablettes de chocolat vendues qui est dans l'énoncé pour 170 000. Et chaque tablette vendue va engendrer 0,005 € de charges indirectes de distribution. Donc j'ai arrondi à 3 décimales comme l'indiquait l'énoncé en faisant 795 divisé par 170 000. On vous demande ensuite de calculer le coût d'achat du sucre et du cacao. Donc ces coûts ont été représentés dans un seul et même tableau. Et vous allez devoir additionner pour chacun de ces éléments les charges directes et les charges indirectes. Donc les charges directes correspondent pour le coût d'achat au prix d'achat du sucre et du cacao. Donc j'ai reporté les 6000 kg de sucre dans la colonne quantité à gauche, puisque je suis positionné dans la colonne sucre. Pour un coût unitaire de 80 centimes, en faisant 6000 x 80 centimes, ça me donne 4800 € d'achat de sucre. Je fais la même chose pour le cacao, sauf que j'en ai acheté 13 000 kg à 1,20 €, ce qui me fait 15 600 € de charges directes. Ensuite, il convient d'additionner les charges indirectes. Donc on se réfère au tableau de répartition des charges indirectes qu'on a fait précédemment, et on se demande quel centre d'analyse se rapporte au coût d'achat. Il y en a un qui s'appelle le centre approvisionnement. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'on met dans la colonne quantité et qu'est-ce qu'on met dans la colonne coût unitaire. Dans la colonne coût unitaire, c'est pas compliqué, vous reportez le taux de frais qui est marqué directement dans votre tableau, qui est de 0,971. Dans la colonne quantité, c'est un petit peu plus compliqué car il faut reporter ce qu'on appelle ici une assiette de frais. En effet, ce qui mesure l'activité du centre d'analyse approvisionnement, c'est les tranches de 10 € de matières premières achetées. Donc vous vous demandez en fait combien vous avez acheté de tranches de 10 € de sucre, cette fois-ci, pas de la totalité de vos achats, mais uniquement le sucre. Vous avez calculé en fait le montant de vos achats de sucre plus haut en faisant 6000 x 0,8, ça vous donne 4800 €. Combien de fois y a-t-il 10 € là-dedans? Eh bien on fait 4800 divisé par 10, ça donne 480 au niveau de votre assiette de frais. Il y a 480 tranches de 10 € de matière achetée. On fait la même chose au niveau du cacao. Donc combien de fois il y a 10 € de matière achetée quand vous achetez du cacao? Vous avez acheté globalement 15 600 € de cacao. Vous prenez ce montant, vous le divisez par 10, ça vous donne 1560 tranches de 10 € de matière achetée que vous multipliez par 0,971. Pour terminer le tableau, au niveau du sucre, vous additionnez vos montants qui sont tous les deux exprimés en euros. Vous reportez la quantité de sucre acheté qui était de 6000 kg. Ça vous donne un coût par kilo de 0,878. Vérifiez la cohérence. Ça représente un coût qui est raisonnable. Donc c'est que ça doit être ça. Au niveau du cacao, on additionne également les montants. Ça donne 17 114,76. On reporte la quantité qui est la quantité de cacao acheté, c'est-à-dire 13 000 kg. Et on fait somme des montants divisé par les 13 000 kg, ce qui nous donne un coût au kilo de 1,317 €. Vous venez de calculer le coût d'achat du sucre et du cacao acheté et on vous demande de citer les autres coûts à calculer afin d'arriver au coût de revient. En fait, le sucre et le cacao sont achetés et ensuite vont être consommés. Il apparaît que la quantité achetée n'est pas forcément la même que la quantité consommée. Il conviendra donc dans une fiche de stock de calculer le coût d'achat du sucre et du cacao consommés grâce probablement à un coût moyen pondéré. Ensuite, le coût de production est calculé, le coût de production des tablettes produites tout d'abord. Alors attention, il faut bien identifier quel est le produit fini qui a été fabriqué par l'entreprise. Je ne veux pas voir sur vos copies coût de production des produits finis. Il faut que vous arriviez à identifier quel est le produit fini de cette entreprise. Ensuite, on fait une fiche de stock et on calcule le coût de production des tablettes vendues qui apparaîtra dans les sorties de stock.
Et pour arriver au coût de revient, il faudra également calculer le coût hors production, qui se calcule pour des tablettes vendues, puisque dès qu'on raisonne sur le coût hors production, ça signifie que notre production est vendue. Voilà pour la liste des coûts. Je vous rappelle que vous devez être capable d'établir un schéma de processus de production, mais également de lister tous les coûts que l'entreprise doit établir. C'est au programme du prochain contrôle. Sur cette question, on vous demande ensuite de calculer le stock de produits finis, d'établir la fiche de stock de produits finis qui correspond à la fiche de stock des tablettes de chocolat. Dans le contexte complémentaire, puisque vous avez des informations complémentaires avant de faire cette fiche, on vous donne le stock initial de tablettes de chocolat, à savoir 3000 tablettes à 2 € l'unité, information que je reporte en stock initial. 3000 x 2, ça me donne un montant de 6000 €. Par ailleurs, on vous précise que le coût de production des 220 000 tablettes produites pendant le mois de janvier est de 1,80 € l'unité. Cette information correspond au coût de production des produits fabriqués, c'est ce qui vient alimenter les entrées en stock. Je reporte donc 220 000 en quantité, 1,80 € au niveau du coût unitaire, et ça me donne un montant de 396 000 €. Les deux lignes précédentes me permettent de calculer le coût moyen pondéré d'une tablette de chocolat que j'ai en stock. J'additionne mes montants, 6 000 plus 396 000 égale 402 000. J'additionne mes quantités, ce qui me donne 223 000 tablettes. Chaque tablette m'a donc coûté en moyenne 1,803 €. C'est un coût moyen pondéré. Ce coût moyen pondéré de 1,803, je le prends et il va venir valoriser l'ensemble de mes sorties. Ces sorties, quelles sont-elles? On a tout d'abord la quantité de tablettes vendues qui va sortir du stock, puisque on vous a précisé un petit peu plus haut dans l'énoncé que l'entreprise a vendu 170 000 tablettes. Donc on reporte cette quantité au niveau des sorties et on valorise ces sorties à 1,803. Le montant de 306,457 correspond au coût de production des produits vendus. Alors attention toujours au problème d'arrondi, quand vous faites 170 000 fois 1,803, vous ne trouvez pas également 306,457. Si vous voulez retrouver exactement mon résultat, vous faites 170 000 fois le calcul qui a permis de trouver 1,803, c'est-à-dire fois 402 000 divisé par 223 000. Il reste à remplir le stock final. Ici, vous n'aviez pas d'informations précises sur ce stock final, donc c'est à vous de le calculer, c'est-à-dire que vous calculez le stock final théorique. Le stock final théorique, c'est la quantité que vous aviez en stock initial, 3000, plus ce qui est rentré, donc plus 220 000, ça vous fait 223 000, moins la quantité qui est sortie, c'est-à-dire moins 170 000, ce qui vous donne un stock final de 53 000, valorisé également à 1,803. Ainsi, votre fiche de stock est équilibrée. Sur la dernière question, on vous dit qu'après inventaire physique à la fin du mois de janvier, l'entreprise a compté seulement 51 900 tablettes, c'est dur à dire, dans son stock. On vous demande d'analyser ce résultat. En fait, ce résultat doit être comparé au stock final théorique que vous avez trouvé dans votre fiche de stock. Et dans votre fiche de stock, vous avez trouvé qu'il devait y avoir normalement en stock 53 000 tablettes. On constate donc qu'il en manque, et plus exactement, il en manque 1100. Alors, c'est pas moi qui ai tout mangé, mais en tout cas, il y a un manquant d'inventaire. Ça peut être lié à des dégradations, ça peut être lié à des vols. Et cette différence d'inventaire, qui correspond à un manquant d'inventaire, devrait être inscrite normalement en sortie fictive dans la fiche de stock et valorisée à 1,803 € l'unité, puisqu'il s'agit du coût moyen pondéré. Cela permettrait d'équilibrer la fiche de stock.